Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée. Voici les titres. En ce dimanche de Pâques, nous revenons sur la veillée pascale. Hier à la cathédrale de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a célébré sa dernière messe. Il a appelé les jeunes à renforcer leur foi en Jésus pour une vie de paix et de cohésion. Nous vous ferons vivre dans ce journal les moments forts de la veillée. La baie de Ngor figure sur la liste des plus belles baies au monde, une place qu'elle a su décrocher par la beauté du site. Des milliers de touristes y viennent chaque année. Vous pourrez également y faire un tour dans ce journal. Le Dakar de Médina Gounass se prépare. Le directeur général Papa Lénian a rencontré le Khalife ce samedi. La RTS va mettre les moyens nécessaires pour une bonne couverture de cet important événement religieux qui réunit des milliers de fidèles. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette principale édition d'information de la mi-journée. Et je vous rappelle, la paroisse de Sangalkam a refusé du monde ce matin à l'occasion de la célébration de la messe de Pâques, marquant ainsi la fin du carême chez la communauté chrétienne en présence de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Les fidèles ont déclamé des vers bibliques tout en louant le Créateur. Dans ce lieu d'adoration, les guides ont rappelé certains passages de l'œuvre et la vie de Jésus de Nazareth qui a été ressuscité en ce jour de dimanche de Pâques et nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. À Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine a présidé la célébration. Dans son homélie, il a insisté sur l'espérance. Il invite les fidèles à rester de bons croyants au service de l'Église. Une veillée pascale démarrée par la bénédiction du feu. Salut sec. Dans la cour de la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack, prêtres et autres fidèles assistaient à la bénédiction du feu. Une étape importante dans la veillée pascale dirigée par l'évêque de Kaolack. Après son allumage, le siège pascal est porté en tête de la procession. Tous s'avancent vers la cathédrale, plongée dans l'obscurité qui tout à coup fait place à la lumière. C'est le début de la célébration. Pour l'occasion, l'évêque de Kaolack est revenu sur le sens de cette commémoration. L'Église célèbre le passage de la mort à la vie, la victoire de Jésus. La vie donnée par amour pour exploser le tombeau, répandant l'arôme et le parfum du Christ ressuscité. L'homme nouveau. Sa mort dans la solitude se transforme en un cri de vie pour l'univers entier. Dans son homélie, Monseigneur Martin Boukartine a insisté sur l'espérance. Ce sont les paroles que Dieu nous répète, quelle que soit la nuit que nous traversons. Soyez sans crainte, il est ressuscité. Cette nuit, mes frères et sœurs, fait naître en nous le droit à l'espérance. Nous avons droit à l'espérance. C'est une espérance nouvelle, vivante, qui vient de Dieu. Ce n'est pas un simple optimisme. L'évêque de Kaolack a abordé d'autres points pour inviter les fidèles à rester de bons croyants au service de l'Église. Et pour rappel également, hier à Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a présidé également la messe de la veillée pascale à la cathédrale de Dakar. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et le Fonds souverain d'investissement stratégique participe au CISDAC, le Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. Le Fonds 6 profite plutôt de l'événement pour plus de visibilité sur les financements des grands projets de santé. Et c'est avec Lamine Fall. Le stand du Fonds 6 a fièrement trôné à l'occasion de la 10e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. Cette présence du Fonds 6 à la CISDAC se justifie par son excellence dans la conception d'infrastructures sanitaires. Nous avons 3 projets aujourd'hui qui sont exposés au niveau de ce stand. Le premier projet qui a été livré à la fin du mois de mars
Et c'est le projet de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Le second projet, c'est le nouvel hôpital de Tivaouane, l'hôpital El Hadj Malick Sy de Tivaouane. C'est un hôpital de 300 lits. Sur ce projet, le FONSIS, via sa filiale Poulimet, agit en tant que MOD, maître d'ouvrage délégué, pour le compte du ministère de la Santé. Et le dernier projet, qui est un des projets phares en Afrique de l'Ouest, c'est l'hôpital Aristide de Le Dantec, la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour relever les défis liés à l'accessibilité et à la qualité de soins, le FONSIS met en place des schémas de financement innovants. Les partenariats publics-privés peuvent aider l'État à ouvrir une nouvelle ère dans le financement du secteur de la santé en mobilisant massivement des capitaux privés pour financer les infrastructures médicales au meilleur standard, tout en allégeant la pression sur le budget de l'État. Toujours dans le financement de l'écosystème médical, le FONSIS apporte sa contribution au développement de l'industrie pharmaceutique locale. Aujourd'hui, on produit localement moins de 5% de nos besoins en médicaments. L'ambition qui a été également confirmée par les autorités, c'est d'ici 10 ans de produire 50% des médicaments localement. Et c'est la raison pour laquelle le FONSIS a également investi dans des unités pharmaceutiques locales, comme Médis Sénégal, qui est la plus grande unité pharmaceutique locale, et Parenterus, qui est la seule unité qui fait des perfusions. L'objectif, c'est de pouvoir rendre les médicaments disponibles au Sénégal, moins chers, mais surtout traçables. En marge de ce rendez-vous d'exposition, le FONSIS a aussi pris part à un panel, occasion pour la structure de partager son modèle de gestion des projets d'infrastructures sanitaires. Je vous le disais dans les titres, la baie de Ngor figure désormais sur la liste des plus belles baies du monde. La commune de Ngor a récemment reçu une délégation de cette organisation. Cette visite a été l'occasion de découvrir une richesse naturelle, humaine et culturelle. Notre reporter Maïmouna Sigué nous fait découvrir dans ce journal la 300 personnes par jour minimum. Des personnes à mobilité réduite, des personnes qui sont envoyées par les médecins et ceux qui viennent aussi pour la mise en forme. Et en jeunesse, il y a des familles aussi, parce que quand ils arrivent le dimanche, c'est le papa, maman, c'est toute la famille. Ce qui est important, c'est d'avoir sur un site comme celui-là différents réceptifs qui sont capables de diversifier leur production, de diversifier la qualité et que les différents touristes qui viennent, que ce soit des touristes locaux ou étrangers, bien qu'ils puissent s'y retrouver dans différents domaines. C'est pêcher dans les environs ou dans les autres villages qu'on va chercher et se passe à table tout de suite. On n'a pas d'électricité sur l'île, on a juste le solaire. C'est pour ça qu'on privilégie les grillades et tout. Et quand on mange une grillade fraîche, on sent que si par exemple c'est frais ou c'est pas frais. C'est précisément cette authenticité et cette saveur locale que l'Association des Amis de l'île de Ngor souhaite mettre en avant auprès du monde entier. Donc nous, on est vraiment à fond derrière la commune de Ngor et c'est une grande opportunité pour Ngor, ses habitants et pour emmener un tourisme éco-responsable. C'est ce qu'il faut, avoir un tourisme de qualité. Pour offrir une expérience touristique de qualité et durable, les habitants de Ngor mettent un point d'honneur à la propreté de leur environnement. Plages et fonds marins sont régulièrement entretenus. Des fois, les gens jettent à la mer des déchets solides qui ne devraient pas être là-bas, car ce n'est pas leur place. Des matières en verre, en plastique, du fer, entre autres. Et très souvent, nous plongeons pour les retirer et nettoyer l'océan. Nous sommes un groupe de 109 personnes. Parmi nous, certains s'occupent de l'aspect environnemental, d'autres s'occupent du nettoyage. Et enfin, d'autres encore gèrent la sécurité en cas de vol ou incident. Cet engagement en faveur de la salubrité est un atout majeur dans la course à la reconnaissance internationale. L'officialisation de la candidature de la baie de Ngor pourrait propulser cette merveille naturelle sur l'échiquier mondial du tourisme durable. Après Dakhla au Maroc en 2024, le Sénégal se prépare à accueillir le 19e congrès mondial en 2026. Un événement qui mettra en lumière la richesse de la biodiversité et le potentiel économique prometteur de cette commune entre le Sine Saloum et Ngor.
Merci beaucoup à Maïmouna aussi pour ce très beau reportage. Autre découverte cette fois-ci, c'est dans la rubrique environnement. L'Institut des sciences de l'environnement qui a formé depuis sa création en 1979 plusieurs générations dans la protection de notre cadre de vie. Aujourd'hui, l'ISE est en train d'explorer le domaine de la recherche sur les mines. C'est avec Ibrahima Pabidjedjou. C'est dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que l'Institut des sciences de l'environnement est logé. De prime abord, l'ISE offre un cadre agréable. Normal, c'est ici que de nombreux Sénégalais sont formés sur les notions de préservation de l'environnement. C'est un domaine nouveau, donc pour mieux nous adapter et en tout cas pour mieux répondre aux défis, aux enjeux actuels environnementaux, que nous avons décidé d'intégrer cette formation. L'Institut est créé en 1979. Les premiers cours ont été délivrés par des Belges. L'ISE était un projet du président Léopold Sédar Senghor, donc, qui avait décidé en son temps donc, de prendre contact avec le roi des Belges pour qu'il l'accompagne à mettre en place un institut de formation de 3e cycle sur des questions environnementales. 4 formations y sont déroulées dans ce contexte d'exploitation des ressources minières. L'ISE s'est aussi réorienté. Et on a aussi un master donc, en environnement et gestion des rejets miniers. L'école polytechnique de Montréal, qui pour accompagner beaucoup de compagnies minières a jugé nécessaire d'accompagner l'université à développer des compétences dans la gestion des rejets miniers parce qu'ils ont constaté qu'au Canada, l'exploitation minière a eu beaucoup de conséquences néfastes au point que l'État est toujours en train jusqu'à présent donc, de réhabiliter beaucoup de sites. Comment j'ai fait mon mémoire portant sur l'impact de l'orpaillage sur les dynamiques paysagères sur la commune de Tomboronkoto. L'orpaillage, c'est l'exploitation artisanale. Pour voir les évolutions et les impacts que l'orpaillage a sur le paysage, par exemple, sur les forêts, sur les terres agricoles. L'Institut a formé de grands cadres. Son expertise a servi l'État dans l'élaboration des documents et rapports sur la biodiversité et la foresterie, entre autres. Mais aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs que rencontre ce temple du savoir, c'est le financement de la recherche. Au Sénégal, nous avons une bonne connaissance sur une bonne partie de la biodiversité. Mais si nous prenons les écosystèmes marins et côtiers, à ce niveau-là, nous avons énormément de lacunes en termes de connaissances. Et vous savez qu'on ne peut pas planifier, on ne peut pas gérer durablement nos ressources à l'absence d'évidence scientifique. Et pour faire des recherches au niveau de ces écosystèmes-là, surtout sur les herbiers marins, nous avons besoin de technologie, nous avons besoin d'équipements sophistiqués. L'autre grande difficulté de l'Institut reste l'espace. Nous sommes dans des locaux extrêmement exigus. C'est un challenge pour nous d'avoir quand même des locaux. Nous y travaillons, nous avons déjà une maquette. Un projet est en cours dans ce sens. L'Institut compte sur le soutien de l'État, mais aussi celui des partenaires, afin de jouer pleinement son rôle. Chers fidèles du Christ, que la lumière rayonnante du ressuscité vous accompagne toujours, qu'elle éclaire votre chemin aujourd'hui, demain, pour des siècles et des siècles. Là, c'est le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, qui a présidé la messe de la veillée pascale à la cathédrale de Dakar. Après une vie consacrée à l'Église, il célèbre ainsi sa dernière messe. Temps fort avec Moussa Mani. Le feu et le cierge de Pâques allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles à travers l'église enveloppée dans l'obscurité de la nuit qui est envahie par une vague de lumière. Les fidèles sont en train d'allumer tour à tour leurs bougies au cierge pascal pour manifester leur foi et leur appartenance à Jésus-Christ, lumière de leur vie. Un moment qui célèbre le passage des ténèbres à la lumière. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.
Dans son adresse aux fidèles, Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu sur le sens de cette célébration. Que la lumière du ressuscité illumine nos vies et vous apporte la paix de Dieu. En cette nuit très sainte, nous avons accueilli et acclamé le Christ lumière. Soyons porteurs de sa lumière. Devenons, comme qui dirait, des phosphores. Annonçons et vivons. Portons l'évangile de la résurrection. C'est l'évangile de la vie plus forte que la mort. Le Christ est notre paix parce qu'il est victorieux de la mort et du péché. Alors je vous propose que chacun dise à son voisin, à sa voisine, Alléluia, Christ est ressuscité. Puisant dans l'Évangile et les récits des apôtres, l'archevêque de Dakar a appelé les fidèles à suivre les pas de Jésus-Christ. Il leur demande de tenir bon en tout temps et en toutes circonstances. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il avait dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Nous voilà au cœur de l'annonce pascale, sous la plume de l'évangéliste Luc. Une annonce portée par deux hommes en habits éblouissants. Alors, chers fidèles du Christ, que la lumière rayonnante du ressuscité vous accompagne toujours, qu'elle éclaire votre chemin aujourd'hui, demain, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Cette vigile pascale est aussi une occasion pour célébrer les baptêmes des adultes, une façon pour ces fidèles de renouveler leur promesse de baptême. Au sortir de l'eau, les nouveaux baptisés sont remplis de joie qui en dit long sur la spiritualité qu'ils sont en train de vivre en ces moments de fête. En train d'asperger tous les fidèles chrétiens avec l'eau baptismale. Une messe donc que vous avez pu suivre hier en direct sur les antennes de la RTS. En sport, le Maroc a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Les Lionceaux de l'Atlas ont battu le Mali au tir au but 4-2. Retour sur les temps forts avec Ibrahim Boub. L'histoire s'est écrite au stade El Bachir de Mohamedia, à quelques 25 km de Casablanca. Sur le tableau de chasse des Lionceaux de l'Atlas, le trophée de la CAN des moins de 17 ans. Une première historique, joie et fierté après le sacre. Mais que ce fut dur pour le Maroc, dominé en première période par une belle équipe malienne, joueuse et qui a eu la possession. Les Aiglonnais ont cru faire la différence à la 23e minute avec Soumaïla Fani, une joie de courte durée. Fani a marqué de la main, but logiquement refusé. Le Maroc s'est procuré quelques occasions, notamment dans le jeu de transition, avertissement sans frais pour l'adversaire. La partie de billard et le dégagement de la défense. En deuxième période, le match est fermé. Les deux équipes se quittent sur un 0-0 à la fin des 90 minutes. Le sort de la partie se décide au tir au but. Il a été heurté. Le gardien marocain, Belarouche, excelle dans l'exercice. Il arrête deux pénaltys. Arrêté encore une fois par Belarouche. Ses coéquipiers ont assuré tous leurs tirs. Ilyes Belmokhtar marque le pénalty décisif. Une sublime Panenka. Dans la catégorie des moins de 17 ans. Le Maroc est champion d'Afrique. Belarouche élu homme du match, meilleur gardien de la Coupe d'Afrique. Le Mali remporte le trophée Fair Play. Aligno Aïdara, l'attaquant ivoirien, est le meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations. Le Marocain Abdellah Ouazane est le meilleur joueur de la CAN. Le pays organisateur garde son trophée, tant convoité au terme de 3 semaines de compétition.
Après le sport, donc, direction les régions. Et dans le cadre des préparatifs du Dakar de Médina Gounass, l'approche collaborative entre les acteurs religieux et la télévision nationale se renforce. La visite du directeur général de la RTS auprès du Khalife met en lumière l'importance de cet événement spirituel unique. Le Dakar réunit ainsi des milliers de fidèles pour une retraite de prière et de recueillement. Un reportage de Marignay. Médina Gounass, cette localité va abriter une retraite spirituelle d'une ampleur unique. Après la prière du Gisbar à la Grande Mosquée, le directeur général de la radio-télévision sénégalaise a été reçu par le Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba. Cette visite souligne l'importance spirituelle et médiatique de la retraite dédiée à la prière. Pour tous les événements religieux, nous tenons à faire le déplacement dans les familles religieuses pour d'abord solliciter leurs prières. Et nous avons l'obligation, nous, de respecter la célébration de tous les événements religieux dans ce pays. Et nous avons senti la nécessité également d'effectuer le déplacement de Dakar à Médina Gounass. De sa part, le Khalife s'est réjoui de la venue du directeur général. Nous vous accueillons avec honneur et joie. Dakar est une retraite spirituelle dédiée à Dieu et à son prophète Mohammed. Pendant 10 jours, nous nous rassemblons en communion sur le site entièrement consacré à la prière. Votre présence est un rôle divinement accordé pour contribuer au rayonnement de l'islam. Auparavant, le directeur général de la RTS et sa délégation se sont rendus sur le site situé à 10 km. Ici, les préparatifs battent leur plein. La RTS entend jouer pleinement sa partition. Un événement également qui s'inscrit dans le calendrier que tous les musulmans célèbrent à travers le monde. La RTS ne va ménager aucun effort pour assurer une parfaite couverture, comme nous l'avons fait pour les précédents événements religieux qui sont passés. Raison pour laquelle j'étais accompagné de mes plus proches collaborateurs aujourd'hui, le directeur de la télévision, le directeur de la production, le directeur des programmes et tout le staff autour sur Dakar. Nous allons tenir une réunion et évaluer ce que nous devons faire pour une très bonne couverture de cette manifestation religieuse. Le Dakar de Médina Gounass représente un moment de communion et de renouveau pour des milliers de fidèles. La RTS ne sera pas en reste pour vous faire vivre les temps forts de cet événement prévu du 26 avril au 5 mai. Le rendez-vous est donc donné. Bonne nouvelle pour les producteurs de la vallée. 2 centres de réparation des machines agricoles sont implantés à Dagana et à Podor. L'objectif étant d'accompagner les agriculteurs dans l'entretien et la maintenance des machines agricoles. Ce projet de la République de Corée, en collaboration avec l'État du Sénégal, met à leur disposition des machines agricoles coréennes, des pièces de rechange ainsi que des formations au bénéfice des techniciens. Et tout cela, c'est tout de suite avec Abdouad. La création de ces centres de services dédiés à la réparation des machines agricoles répond à un besoin d'infrastructures spécialisées dans ce domaine. Un projet du programme de coopération au développement du ministère coréen de l'Agriculture en partenariat avec l'État du Sénégal. Une fois les machines introduites, il est essentiel de mettre en place un système de maintenance et de réparation pour éviter d'imposer des charges supplémentaires aux agriculteurs. Avec des centres de réparation situés à proximité des communautés agricoles, les agriculteurs pourront réagir rapidement aux pannes et maintenir une production stable, sans retard. Cela renforcera également la confiance envers la machinerie agricole, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. L'amélioration significative de la productivité de l'agriculture nécessite des machines performantes et bien adaptées. Un entretien et une maintenance rigoureux garantissent leur efficacité. Comme vous le savez, dans la vision 2050, ce que nous visons, c'est l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Et cela n'est possible que grâce à la double culture par rapport au riz, grâce à la diversification de nos activités agricoles, notamment avec la tomate, l'oignon, le maïs, le sorgho. Et ça va permettre véritablement d'installer les producteurs dans une trajectoire de productivité et de compétitivité. Ces centres sont implantés à Niayes et à Relao, respectivement dans les départements de Dagana et Podor. Ils vont ainsi offrir un service de réparation de proximité accessible aux producteurs qui ont longtemps formulé une telle demande. Donc c'est une innovation de taille
des centres qui vont permettre d'abord de former les producteurs, les prestataires de services, de mettre à leur disposition les pièces détachées et de rendre notre agriculture beaucoup plus intensive. Donc c'est véritablement un centre que nous saluons et nous allons tout faire pour assurer sa réussite, mais également nous permettre d'avoir une agriculture mécanisée, intensive et durable. Ce projet mis en œuvre jusqu'en 2027 prévoit la formation de techniciens sénégalais ainsi que le renforcement de capacités sur l'utilisation des machines en vue d'assurer une mécanisation durable de l'agriculture au Sénégal. Et une journée de partage et de concertation sur les pôles territoires a eu lieu ce vendredi à Matam. La région constitue le pôle territoire nord-est et présente de nombreux défis à relever. La réunion présidée par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires s'est tenue en présence des Matamois. Ces derniers se disent satisfaits et rassurés sur les perspectives prometteuses du pôle nord-est. Tout de suite, c'est avec Amadou Diallo. Impulser le développement à partir de la base, c'est tout le sens des pôles territoires. Il s'agit avant tout de répondre aux attentes des populations par une assise stratégique de la territorialisation des politiques publiques. Cette séance de travail sur le pôle territoire nord-est a permis de lever beaucoup de zones d'ombre chez les Matamois. Monsieur le ministre, il nous a donné une vision claire donc de ce qui est vraiment le pôle territoire. Il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, mais au sortir de cette rencontre-là, vraiment ça s'est dissipé. Et les Matamois ont bien compris l'enjeu vraiment de ce pôle territoire qui est le pôle nord-est et qui regroupe tous les départements, les 3 départements de Matam. Et ce qui est rare. Dans la présentation, ils ont montré qu'un taux faible d'emploi dans la région de Matam dit au manque d'opportunités et au manque aussi d'entreprises qui peuvent générer de l'emploi. Parce qu'avant, les jeunes de Matam, quand tu leur parlais, ils ne te parlaient que de l'immigration. Maintenant, l'État central actuel, ils ont voulu miser sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et les secteurs tertiaires développants pour booster un peu l'économie du pays. La région de Matam incarne ainsi le pôle territoire nord-est. Les acteurs locaux vont se voir dotés d'instruments de gouvernance autour de compétences renforcées. Notamment la question de l'économie, avec tout ce que ça comporte, la question de l'hydraulique, la question de la recherche et du développement, pour orienter le développement en plus des autres compétences qu'on avait déjà, et surtout la compétence concernant l'énergie et la gestion des eaux. Donc autant de compétences, un cadre de gouvernance et des instruments de mise en œuvre qu'on va mettre en place à travers l'avènement des pôles territoires, plus l'apport budgétaire et l'accompagnement du point de vue de la fiscalité et de comment on finance le développement territorial. Toutes ces questions, toutes ces présentations ont été discutées aujourd'hui. Nous avons eu plusieurs interventions et je dois marquer une satisfaction profonde parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce pôle, mais aujourd'hui, on a pu avoir une discussion des plus sereines avec énormément de conclusions et aujourd'hui, on n'a pas entendu aucune opposition. Au contraire, des inquiétudes ou des orientations que nous avons pu clarifier en montrant que l'avènement des nouvelles compétences ne change en rien sur les compétences des élus. Le pôle reste un pôle homogène. On donnera tous les instruments nécessaires et l'accompagnement qu'il faut. La concertation de Matam marque un tournant dans l'appropriation par les populations et les élus locaux des pôles territoires. Ils visent à stimuler le développement local et vont être activés dès cette année 2025. Ce qui met fin à cette présente édition d'information retrouvée tout de suite après Adjaratou Ramabo pour l'édition en Wolof. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Le Christ est ressuscité. Alléluia.
été un pont entre l'Église catholique et nos frères et sœurs musulmans. Ce que je voudrais retenir enfin, Françoise. C'est les moments manquent pour... Je comprends votre émotion, Françoise. Et dans des moments pareils, on peut même se demander ce qui doit se passer dans le cœur de l'évêque. Parce qu'une séparation, elle est toujours difficile à assumer. Nous lui souhaitons une retraite paisible. Fally Ipupa a fait Dakar, le grand théâtre au son de la rumba congolaise. Dicap la merveille avec Oumou Sangaré, Fiji, Joey